C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la crise politique en Tunisie et le bras de fer entre le chef du parti au pouvoir, Nida Tounes, et le Premier ministre Youssef Chahed. Il est sorti de son silence mardi soir, alors que tout le monde s'attendait à sa démission. Youssef Chahed a choisi de rester. Décryptage dans un instant avec notre correspondante Lilia Blaise. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra qui pointe du doigt deux ressortissants français. Selon lui, ces deux hommes œuvrent à déstabiliser son pays. Déclaration à nos envoyés spéciaux à Bangui. Ils ont mené l'enquête. Les précisions de James André dans un instant. Enfin, nous vous ferons découvrir un artiste ivoirien, le photographe Franck Fanny. Il a remporté au début du mois le prix de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'occasion de l'ouverture officielle de la 13e édition de Dakar. Il est sorti de son silence. Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, s'est exprimé mardi soir. Lâché par son parti Nida Tounes, la classe politique s'attendait à ce qu'il annonce son départ. Au contraire, il reste et il s'attaque avec véhémence au fils du président tunisien qui est également à la tête de Nida Tounes. Il l'accuse de déstabiliser le pays. Le point avec Célia Caracena. Lâché par son propre parti Nida Tounes, le Premier ministre Youssef Chahed essuie les critiques d'une partie de la classe politique tunisienne. Il tente de calmer la fronde en défendant son bilan à la télévision. Je ne fuis pas mes responsabilités. Je dirige ce pays. Je paye les fonctionnaires et je garantis sa sécurité et sa stabilité. Youssef Chahed ne compte donc pas démissionner. Cette allocution intervient alors que le président a mis fin aux travaux du pacte de Carthage. Cet organisme rassemble partis, organisations syndicales et patronales. Il est censé orienter les travaux du gouvernement. Mais le bras de fer se durcit au sujet d'un remaniement. Beaucoup au sein du pacte souhaitent le départ du Premier ministre, rendu responsable des difficultés économiques du pays. L'un des partisans les plus actifs de la démission est le numéro 1 du parti Nida Tounes, Hafed Kaïd Essebsi, ici à gauche de l'image. Il est le fils du président et la presse locale lui prête des ambitions pour la présidentielle de 2019. Le Premier ministre n'en reste pas moins populaire. Selon un dernier sondage, 47% des Tunisiens sont favorables au maintien de Youssef Chahed à la tête du gouvernement. 47% des Tunisiens, vous l'avez entendu, ne souhaitent pas avoir le Premier ministre partir. À en croire ce sondage, il est soutenu par la population et pourtant, ils sont nombreux à demander son départ. Écoutez le décryptage de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Youssef Chahed ne gêne pas seulement le leader actuel du parti Nida Tounes, Hafez Kaïd Essebsi, qui demande son départ et qui avait déjà, selon la presse tunisienne, proposé plusieurs noms pour le remplacer. Le chef du gouvernement gêne aussi l'UGTT, la centrale syndicale ouvrière au cœur des négociations de l'accord de Carthage II, la feuille de route qui devait définir le nouveau programme du gouvernement pour les mois à venir. L'UGTT, qui s'est imposé dans ces négociations comme une troisième force politique, s'est opposé fermement au maintien de Youssef Chahed, notamment depuis sa gestion de la crise de l'enseignement supérieur qu'a connue la Tunisie ces derniers mois, mais aussi par rapport à la politique d'assainissement des entreprises publiques et des caisses sociales entreprises par le chef du gouvernement. Alors Youssef Chahed, c'est aussi celui que le parti islamiste Ennahda soutient fermement. Car Ennahda ne veut pas d'un remaniement radical. Donc en fait, plus qu'un homme gênant, Youssef Chahed est aussi pris à partie dans un affrontement politique, celui de plus en plus visible entre Nida Tounes et le parti Ennahda. Il s'est définitivement éloigné de son propre parti politique. Dans son allocution mardi soir à la télé nationale, il a d'ailleurs visé directement le fils du président de la République en disant que Nida Tounes était en train d'être détruit et que ce n'était plus le parti qu'il avait intégré. La visite au Mali du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en déplacement dans le centre du pays. Il a plaidé pour un soutien à la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre les djihadistes. Une visite de 2 jours du secrétaire général à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Et puis cet événement dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, la principale d'un lycée public en banlieue de Bouéa, a été enlevée le 25 mai dernier. L'organisation Human Rights Watch demande sa libération immédiate. Les séparatistes qui ont incendié de nombreux établissements scolaires ont appelé dès le début des violences en zone anglophone en 2017 à boycotter des établissements scolaires de ces régions. On en vient à cet entretien du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réalisé par nos envoyés spéciaux à Bangui. Lors de cette entrevue, le chef de l'État a nommément cité 2 ressortissants français qui, selon lui, œuvrent à la déstabilisation de l'État centrafricain. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous avons vu, après cette opération, un agent
dont le nom de code Alpha a envoyé des messages de mobilisation de tous les groupes armés, et de certains hommes politiques pour créer une plateforme de déstabilisation. On nous a fait remonter que, selon certains nombre d'informations, il s'appelait de son vrai nom Christophe Renato et éventuellement un certain Bernard Cousin. Et ça, c'est connu. C'est eux qui, aujourd'hui, sont derrière cette manipulation. Et James André, notre envoyé spécial à Bangui, a mené l'enquête sur place pour savoir qui sont ces personnes accusées par le président Touadéra. Il était avec nous tout à l'heure en direct de la capitale centrafricaine. Écoutez. Pour ce qui est de Bernard Cousin, nous n'avons absolument rien trouvé. Il semblerait qu'il soit inconnu ici à Bangui, en tout cas par nos sources. En revanche, en ce qui concerne Christophe Renato, nous avons pu trouver beaucoup d'informations. Tout d'abord, en effet, sur les réseaux, on se rend compte qu'il s'agit d'un ressortissant français, effectivement, qui a beaucoup voyagé en Afrique, notamment en Mauritanie, et qui a été également présent ici en Centrafrique il y a quelques années. Il y a des photos de lui aux côtés du président Bozizé. Ce que nous avons également appris de sources sécuritaires ici à Bangui, eh bien, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a eu ce pic de tension suite à l'opération Soukula, où la MINUSCA et l'État centrafricain ont tenté de s'emparer du général Force, un chef de guerre au quartier musulman ici à PK5, eh bien, Christophe Renato aurait passé de nombreux coups de téléphone, notamment aux rebelles du nord du pays, différents personnages, notamment Abdoulaye Hissène, les enjoignant à descendre, à marcher sur Bangui. Il se présentait à ce moment-là comme un agent proche de l'armée française, une personne de l'armée française qui les encourageait effectivement à mener cette campagne militaire, ce qui évidemment a mis d'une part les autorités françaises dans l'embarras et qui a semé le doute au niveau du gouvernement centrafricain. Alors James, y a-t-il un lien avec le survol par une patrouille de 2 Mirages de l'aviation française au-dessus de Kagabandoro le 13 mai dernier ? Alors oui, il y a clairement un lien. Pourquoi ? Parce que cette crise de confiance entre les Français et les Centrafricains a posé un certain nombre de problèmes diplomatiques. Et ce survol, alors à cet instant précis, il y avait à Kagabandoro l'un des chefs de guerre, donc Abdoulaye Hissène, qui est un des cadres du FPRC, donc c'est l'un des mouvements rebelles ici en Centrafrique. Et ce survol visait à faire 2 choses. Tout d'abord, à réaffirmer très clairement aux rebelles la position de la France, à savoir qu'elle soutient le gouvernement centrafricain en place. Et il visait également à rassurer les autorités ici, les autorités de Bangui, notamment le président Faustin Archange Touadéra, sur la position française là aussi. Ce survol avait pour objectif de bien clarifier les choses et finalement de se distancer de ces personnages qui agissaient donc en coulisses et qui contactaient les mouvements armés pour les motiver à effectivement prendre action et essayer de marcher sur Bangui. Et vous pourrez retrouver l'entretien du président Touadéra sur notre site internet france24.com, rubrique Entretien. Plus de 1000 migrants ont été évacués lors d'une opération de police menée ce mercredi à Paris. Originaires essentiellement du Soudan, de Somalie et d'Érythrée, ces migrants étaient installés depuis plusieurs mois, porte d'Aubervilliers, dans ce campement qui était le plus grand de la capitale. Une évacuation dans le calme. Un peu plus de 1000 personnes, des hommes jeunes pour la plupart, originaires d'Afrique. Ils vivaient depuis des mois dans ces tentes, serrées les unes contre les autres, sans aucune hygiène. C'est très dur ici, il y a du rat, il y a du sale, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche pour laver, c'est très dur. Tous les gens sont malades. On n'avait rien à manger, rien du tout. Une évacuation sous surveillance policière avec l'aide d'associations. Beaucoup de migrants espèrent sortir de la précarité. Après, on espère d'être régulier. C'est la raison pour laquelle on est là, d'avoir des situations régulières. Après des semaines de bras de fer avec la mairie de Paris, le gouvernement a organisé cette évacuation. Les migrants sont amenés par bus vers 24 centres de mise à l'abri. Ces personnes ont été acheminées vers des gymnases, des lieux d'hébergement. 40% d'entre elles dans Paris intramuros, le reste en région parisienne. Voici l'un de ces centres dans le bois de Boulogne. Des tentes installées derrière l'hippodrome de Longchamp.
Les migrants vont rester là pendant 1 mois, le temps que leur situation administrative soit examinée. 2 autres camps parisiens devraient être prochainement évacués. Et avant de se quitter, je vous emmène à la rencontre d'un artiste ivoirien, le photographe Franck Fanny. Il a remporté au début du mois le prix de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'occasion de l'ouverture officielle de la 13e édition du Dakar. Clément Bonnereau nous emmène chez lui. Ses œuvres préférées, il les garde chez lui, exposées sur les murs de son salon. Ma carrière photographique commence, je dirais, à peu près avec ces photos-là. Voilà. Ce sont les photos d'une usine de traitement de manganèse à Kingston. Franck Fanny a appris la photographie seul avec son appareil. Il s'est lancé en 2001. Le déclic est venu après un voyage en Jamaïque lorsqu'il a montré ses photos à ses amis. M'a attiré l'attention sur le fait que les photos que je faisais allaient au-delà de la simple photo de vacances. Et voilà, donc j'ai approfondi les choses. J'ai laissé mon œil se promener. Franck Fanny est connu aussi bien pour ses photographies abstraites que ses portraits ou ses clichés de bâtiments industriels. Son style brut est souvent inspiré par l'Afrique. Le photographe rejette pourtant l'appellation d'artiste africain contemporain. Nous sommes des artistes à part entière. Nous sommes influencés par nos origines, qui sont des origines africaines, mais on ne parle pas d'artistes contemporains japonais, artistes contemporains français. Quand des artistes sont cités, on les cite en tant qu'artistes et c'est fini. Franck Fanny expose aujourd'hui dans le monde entier, de Washington à Venise en passant par Paris et Berlin. Un succès récompensé lors de la Biennale de Dakar début mai. Il a reçu le prix de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.